Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série, découvrez des podcasts avec du contenu gratuit dont le but est d'informer, de sensibiliser et de réaliser de la psychoéducation sur les différents types de violences. Nous vous avons proposé un sujet d'actualité dans les podcasts précédents. Il s'agit de celui du contrôle coercitif dans les violences intrafamiliales et ce, dans une approche pluridisciplinaire. Nous avons en effet abordé le contrôle coercitif sous le prisme du droit, sous le prisme de la santé et sous l'angle de la psychologie sociale. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau sujet, contrôle coercitif et violences économiques. Les violences économiques, c'est quoi? Ce sont des violences que l'un des conjoints exerce par l'argent en vue d'assujettir l'autre, la victime. Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous partager l'interview réalisée avec Madame Paola Vieira. Madame Vieira est la fondatrice et présidente de Carte Blanche Expertise, société qui a pour vocation de conseiller les structures privées et publiques dans les problématiques liées à l'émancipation économique et financière de leurs clients, leurs usagers ou leurs salariés. Un vecteur majeur de l'émancipation économique et financière porte sur la prévention et la protection vis-à-vis des violences économiques conjugales. Avant d'avoir fondé son entreprise, elle a travaillé plus de 20 ans dans des domaines variés. Convaincue que le secteur bancaire pouvait avoir son rôle à jouer, elle a accompagné ce sujet pour le compte du groupe BNP Paribas de 2021 à 2023. Fin 2022, elle a été la première collaboratrice d'une banque française dédiée à 100% sur le sujet des violences économiques en tant que directrice de projet pour protéger les clients victimes de violences économiques conjugales, poste créé à son initiative. Dans ce podcast, nous aborderons donc ce que sont les violences économiques ainsi que les tactiques exercées par les auteurs, le lien entre violences économiques et contrôle coercitif ainsi que les féminicides. Anasio pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il des violences économiques concernant les enfants? Enfin, quelles sont les solutions proposées? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Madame Vieira. Bonjour Madame Dubost. Merci beaucoup pour cet échange au sujet d'une thématique essentielle des violences économiques. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous êtes la fondatrice et présidente de Carte Blanche Expertise, société qui a vocation à conseiller les structures privées et publiques dans les problématiques liées à l'émancipation économique et financière de leurs clients, leurs usagers ou leurs salariés. Et donc, avant d'aller plus loin sur ce sujet des violences économiques, j'aurais une petite question qui est, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet? Ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet, c'est que un soir, j'ai été appelée par une amie d'amis pour mes connaissances bancaires parce que son conjoint, à la suite d'une garde à vue, avait fait opposition à sa carte bancaire privative. Et je ne connaissais absolument rien au domaine des cartes bancaires, mais j'avais des réflexes de professionnel de la banque. Et donc, j'ai accompagné cette femme. Et ce sujet a suscité un grand intérêt pour moi, puisqu'en fait, la moitié des personnes à qui l'on demandait conseil disaient que ce n'était pas grave parce qu'elles pouvaient avoir une autre carte rapidement, et l'autre moitié était choquée. Et on s'est retrouvé de fil en aiguille à demander conseil à une association. Et l'association m'a répondu, Madame, ça arrive tout le temps dans les violences conjugales. Et la seule solution, c'est d'ouvrir un compte en banque inconnu de monsieur. Donc, en fait, c'était contourner le problème. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et je me suis dit, non, mais il y a certainement quelque chose à faire. On m'a expliqué que c'était une violence économique. J'en avais jamais entendu parler dans ma pratique. Et je voyais que ça suscitait des divergences d'opinion au sein même des professionnels de la banque. Certains trouvaient ça grave, d'autres pas grave. Et en fait, comment on pouvait lutter contre cela?
D'accord. Et donc, c'est cela qui m'a amené à faire une démarche, proposer ce sujet au sein du groupe BNP Paribas sur les violences économiques, parce qu'en parallèle, j'ai vu que c'était des sujets qui étaient mis en avant dans d'autres pays, dans des pays anglo-saxons, où il y avait des responsables domestic abuse dans les banques. Et là, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le sujet du couple et de l'argent, et particulièrement des violences économiques. C'est qu'est-ce qui se passe quand l'un veut assujettir l'autre à travers l'argent. Très bien. Alors, vous amenez le sujet du jour qui est en effet les violences économiques et le lien avec le contrôle coercitif. Alors, on a abordé dans les précédents podcasts plusieurs thématiques au travers du contrôle coercitif. On a amené une définition et l'évolution sur le plan législatif avec le professeur Yvonne Muller, une partie plus santé sous le prisme de la santé avec Madame Le Grigor-Attig, et puis les techniques des auteurs de contrôle coercitif, les mécanismes d'occultation. On a vu donc que c'était un continuum de violence dans lequel on retrouve le contrôle, la coercition et diverses techniques comme l'isolement, le blâme, les menaces, l'humiliation, le harcèlement, le contrôle, je l'ai dit, la surveillance, l'interrogatoire, la violence physique, la violence sexuelle et il y a ce sujet des violences économiques. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus, s'il vous plaît, sur cette notion et ce lien de contrôle coercitif et violence économique? Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par donner quelques grilles de lecture sur la violence économique parce qu'elle est peu connue, le Oui, contrôle coercitif également. La violence économique, elle est reconnue par la Convention d'Istanbul, donc de 2011. C'est une des manifestations des violences conjugales. Alors, on connaît très bien la violence physique, on connaît maintenant la violence psychologique, on connaît la violence sexuelle. Et il y a deux types de violences qu'on connaît un peu moins, la violence administrative et la violence économique. Mais quand en fait on vous parle au sein du couple de violence économique, donc de violence par l'argent, les gens comprennent même en dehors de toute définition son existence. Ils disent ah j'y avais pas pensé, je la connais moins, mais bien sûr que dans les cas où j'ai vu de la violence conjugale, il y a eu de la violence économique, mais je ne sais pas en fait ce que recoupe exactement cette notion. Et donc, la violence économique, il y a une définition assez simple, et après on rentrera dans le détail, mais c'est une captation des ressources financières ou un maintien dans la dépendance. Et quand on prend en compte cette définition, donc on comprend bien que la violence économique, c'est un formidable moyen d'assujettir la victime. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça recoupe? Et par exemple, en droit français, ce qui est difficile, c'est que si aujourd'hui, la violence physique, la violence psychologique depuis peu, la violence sexuelle se constitue une infraction dans le code pénal, cette infraction de violence économique n'est pas encore stricto sensu dans le code pénal. Après, il y a des manifestations de violence économique qu'on peut trouver, comme l'usurpation d'identité ou autre, qui existent, mais il y a pas une définition de la violence économique. mhm. Ça viendra certainement, mais pour le moment, en fait, c'est pas encore le cas en France. C'est Oui, déjà le cas dans d'autres pays. oui, c'est ça, ce que vous disiez, c'est présent dans d'autres pays, ce n'est pas encore dans le code pénal en France. Néanmoins, donc vous en donnez une définition, la captation des ressources financières ou le maintien de la dépendance et avec un objectif qui est plus global de d'assujettir la victime. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur les techniques qui sont ou les pratiques qui sont utilisées au sein des violences économiques, s'il vous plaît? Bien sûr, alors il y a trois grands groupes de familles qui sont d'ailleurs reprises par Monsieur Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui en juin 2024, donc c'est tout récent. On voit, ce qui est très intéressant, c'est que ça avance petit à petit ce sujet des violences économiques, mais il y a trois grandes familles. Donc c'est le contrôle économique, l'exploitation économique et le sabotage économique. On va avoir des exemples parce que ça va nous parler beaucoup plus. Donc le contrôle économique, c'est le contrôle des finances. C'est un des conjoints qui décide de toutes les décisions financières du couple. Et là, ce qui est difficile, c'est que pendant très longtemps, le contrôle économique était la norme et c'était institutionnalisé. Parce que je vous rappelle que c'est que depuis 1965 que la femme a le droit d'avoir un compte bancaire à son nom sans l'autorisation du mari. Donc il y a le contrôle économique. Après, il y a l'exploitation économique. C'est voler de l'argent. C'est prendre des crédits au nom de la victime en imitant sa signature.
Donc ça, c'est un vrai classique que j'ai découvert en étudiant le sujet. Il y a beaucoup de crédits qui sont contractés au nom de la victime. Et il y a une méconnaissance, en fait, encore du sujet. Et comme on a les régimes matrimoniaux, très souvent les personnes disent on est désolé pour vous, mais vous êtes marié sous le régime de la communauté de Mm. biens, donc enfin, vous êtes solidaires et tout ce que l'un va contracter, l'autre en est solidairement responsable. Déjà, ça dépend des régimes matrimoniaux de chacun, parce que tout le Mm. monde n'est pas marié sous le régime de la communauté de biens. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en droit pénal, il y a une infraction d'usurpation d'identité et vous n'avez pas le droit d'usurper l'identité de la personne. Donc, si vous le faites à l'insu de la personne, c'est une violence économique, puisque la personne, en fait, elle se retrouve avec des crédits qu'elle n'a pas contractés et c'est à son insu. Donc, ça, c'est particulièrement important parce que c'est peu connu et c'est prégnant dans la société. Et après, il y a le sabotage économique. C'est le fait d'empêcher l'un des deux conjoints, de l'empêcher de travailler, voire de l'obliger à travailler à mi-temps pour s'occuper de ses enfants, ou l'empêcher de bien travailler. Et là, il y a des cas ubuesques qui m'ont été remontés, comme par exemple lui casser son ordinateur, lui mettre dans ses jours de télétravail, mettre la musique à fond, lui mettre de la farine sur son ordinateur pour qu'en fait elle soit plus lente dans les comptes rendus qu'elle ferait, lui couper Internet parce qu'elle n'a pas, la victime n'a pas le droit de travailler en dehors des heures qui ont été décidées par le conjoint. Enfin, il y a toute une série d'actes qui relève du sabotage économique. Après, ce qui est très difficile, c'est de savoir à partir de quand c'est du sabotage économique, c'est de la violence économique, et à partir de quand c'est juste une décision commune de vie de couple, parce que la femme peut tout à fait, enfin, je dis la femme parce que très souvent, majoritairement, ce sont les femmes qui sont victimes de violences économiques. C'est genré, mais il ne faut pas oublier que les hommes peuvent être aussi également victimes de violences économiques. Mais par exemple, le fait de, à un moment, passer au 4/5e ou passer à mi-temps pour s'occuper des enfants, est-ce une violence ou n'est-ce pas une violence? Et à partir de quand, en fait, c'est condamnable? Ça, c'est très complexe, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où c'est imposé, que la femme n'a pas son libre arbitre, que c'est une privation de ses droits fondamentaux, à partir de là, oui, c'est une violence économique. Ok, parfait. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments et ces trois techniques de contrôle économique, d'exploitation économique et de sabotage économique avec les exemples associés. Quel est le lien entre ces violences économiques et le contrôle coercitif, s'il vous plaît? Oui. Alors, pour reprendre la définition qu'avait donnée le professeur Yvonne Muller lors du podcast, en fait, ce sont un ensemble d'actes visant à assujettir et contrôler la victime. Et cet ensemble d'actes est de gravité et de nature différente. Donc, dans cette définition-là, on comprend aisément que l'argent, c'est un ensemble d'actes répétés de gravité différente qui vont assujettir la victime. Et donc, dans ce contrôle coercitif, je vous cite quelques exemples. La victime n'a absolument pas accès à son compte en banque, doit rendre compte de toutes les dépenses et ne peut pas aller chez le médecin Mhm. sans l'autorisation du mari, puisque c'est le mari qui va lui donner de l'argent. Mais ça concourt au contrôle coercitif. Et donc, on voit bien que les actes de micro-régulation que l'on trouve dans la notion même de contrôle coercitif, la violence économique, en est une illustration parfaite parce que les violences physiques, par exemple, on peut se dire à un moment, il y a violence physique et après, il peut y avoir en fait une accalmie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et après, la violence physique revient. Là, dans la violence économique, c'est une violence économique qui est insidieuse, qui s'installe peu à peu et les actes de gravité et de nature différente deviennent, en fait, il y a un continuum et il y a un crescendo. C'est-à-dire que l'agresseur va faire un petit acte, commettre un petit acte de violence économique qui est communément accepté par la société parce que le conjoint est très souvent le décideur financier. Donc, elle va par exemple pas avoir accès à sa carte bancaire. On va dire, bah Mhm. moi, enfin, j'ai besoin que dans le compte joint, il y a que monsieur qui va avoir une carte bancaire. Et Mhm. puis après, on va lui donner une somme tous les mois. Et puis après, on va contrôler toutes ses dépenses. Et puis après, on va lui interdire d'aller voir tel spécialiste parce que ce spécialiste est trop cher. Et donc la personne va se retrouver aussi avec des violences psychologiques
et ne pas pouvoir en fait accéder aux soins. Les violences économiques, par le fait qu'elles sont continues et insidieuses, vont être un allié parfait du contrôle coercitif. On Très le clair. comprend aisément. Et d'après les trois familles que je vous ai données, le contrôle économique, l'exploitation économique et le sabotage économique, on voit très bien qu'il y a un éventail de possibilités qui s'offrent à l'agresseur et qui ne vont pas toujours être reconnues comme une agression, Hmm. parce que la société communément l'accepte. Très Parce que, en fait, la femme mariée a une capacité juridique depuis 1965, c'est qu'elle peut, en fait, contracter des dépenses sans l'autorisation du conjoint. Mais c'est pas parce que c'est inscrit dans la loi que du jour au lendemain, les us et coutumes ont changé. Donc, Oui, il y a toujours, en fait, cette conception de l'homme en tant que chef de famille et de décideur financier qui perdure. Et pour vous donner une anecdote de banquière, c'est que très souvent, quand on veut voir la femme pour lui donner des conseils sur son patrimoine, même si elle est en séparation de biens ou autre, il y a des femmes qui demandent à leur mari de venir aux réunions ou qui demandent à ce que le mari y aille sans elle. d'accord. Donc c'est pour D'accord. vous dire que c'est quand même c'est sociétal comme sujet. C'est sociétal et ça prend du temps pour faire évoluer les mentalités. Quand on parle de violence économique, ça touche combien de personnes, s'il vous plaît? C'est très difficile de répondre à cette question parce que la société est en train d'en prendre conscience peu à peu. Il y a des études qui ont été faites récemment. Il y a un sondage IFOP mené par les Glorieuses qui a conclu que 41% des femmes sont victimes de violences économiques. Et l'acception, la définition qu'ils ont prise est très large. Il y a une étude IFOP menée par la Fédération nationale solidarité femmes et le Crédit Mutuel qui conclut que une femme sur cinq est victime de violences économiques. Si on regarde nos voisins européens, en Espagne, il y a une étude qui a été faite, menée par un projet universitaire, le projet Ecovio, qui conclut que 12% des femmes qui ont plus de 16 ans sont ou ont été au moins une fois victimes de violences économiques dans leur vie. Donc, vous voyez bien qu'en fait, le prisme est très très large. Cela vient du fait que pour le moment, il n'y a pas de définition dans le code Légal. pénal. Mm. Mais ce qui est très important sur la partie violence économique et contrôle coercitif, c'est que ça permet de qualifier le contrôle coercitif. C'est une pierre à l'édifice en plus, puisque quand on analyse les coutumes d'un couple sur le sujet du contrôle coercitif, on va très souvent voir émerger la notion de violence économique. Très bien. Donc, très souvent ou toujours, quand il y a contrôle coercitif, il y a violence économique. Et quid de féminicide et violence économique? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse le compte en banque, c'est l'ex-banquière qui s'exprime, quand on analyse le compte en banque de quelqu'un, on connaît toute sa vie. Et il y a eu des récents féminicides où le compte en banque de la victime a été analysé pour contextualiser le féminicide. Et par exemple, dans l'affaire Jubilard, ce que je sais parce que c'est dans la presse, c'est que le conseiller bancaire de Madame Jubilard a été auditionné, puisque la veille du meurtre, elle avait changé ses codes PIN de carte bancaire. Mm. Donc c'est juste pour vous dire que pour comprendre en fait les féminicides, on peut en fait regarder quels sont les comportements du couple face à l'argent. Il n'y a pas que le compte en banque, mais le compte en banque, ça peut être un moyen. Et cela peut être la violence économique qui est un marqueur de Le féminicide. féminicide. Oui, on avait vu le lien dans un précédent podcast entre contrôle coercitif et féminicide. Et là, on pose que la violence économique peut être également un marqueur de féminicide. Parfait, merci beaucoup. Alors, Anatio pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. On a parlé du couple, de la violence économique dans le couple. Qu'en est-il des enfants? Alors, comme on a parlé de la violence économique dans le couple et du lien entre la violence économique et le contrôle coercitif, on peut aisément comprendre que si une femme est victime de violence économique, ça va avoir des répercussions directes et indirectes sur l'enfant. Un des exemples qu'on n'a pas encore cité de violence économique, c'est par exemple le non-paiement des contributions alimentaires.
l'État s'y est attaqué récemment, puisque l'ARIPA, qui est un organisme qui travaille à travers la CAF, s'occupe du recouvrement des contributions alimentaires. On s'est aperçu qu'un tiers des contributions alimentaires n'étaient pas payées en France. Mais alors le sujet, c'est que c'est pernicieux, insidieux, parce qu'il y a des conjoints qui ne vont pas payer la contribution alimentaire parce qu'ils ne peuvent pas. Et il y en a certains qui vont se mettre en insolvabilité ou qui vont s'organiser pour ne pas payer cette contribution alimentaire. Et c'est à partir du moment où il y a une organisation que c'est de la violence économique. Tout à fait. Mais encore une fois, elle est très difficile à prouver. Donc on D'accord. voit bien que l'argent, ça peut être un moyen de pression pour la femme, mais également en fait pour les enfants qui vont subir indirectement cette violence, ne pas avoir accès par exemple aux médecins auxquels ils devraient pouvoir accès parce que le conjoint ne donne pas d'argent. La femme se retrouve sans contribution alimentaire, donc en situation de précarité. On a moult exemples sur ce Sur sujet. ce sujet-là. Oui, donc vous parliez de la pension alimentaire, contribution alimentaire, l'accès aux soins concernant les enfants. Parfait. On a posé donc une définition, les tactiques, le lien avec le contrôle coercitif. L'enfant est également victime à même hauteur que le parent victime de violences économiques. Quelles sont les solutions possibles? C'est compliqué, justement, parce que c'est insidieux, parce que ça ne laisse pas toujours de traces. En fait, un des éléments très importants, c'est la prévention. Alors, je sais qu'on aimerait dire que aux victimes de violences économiques qu'elles peuvent se retourner contre leurs agresseurs, ce qui est tout à fait possible. Je vous ai donné l'exemple d'un crédit contracté à l'insu de l'autre conjoint avec usurpation d'identité. Mais encore faut-il qu'elles le prouvent. Donc ça va être très long, ça va être coûteux et ça va être très chronophage. Le meilleur instrument sur les violences économiques, c'est vraiment l'éducation financière et la prévention. C'est d'expliquer que les violences économiques existent, rappeler aux conjoints qu'ils ont réciproquement des droits et des devoirs envers la famille et envers l'autre conjoint, que le patrimoine se gère à deux. Alors c'est beaucoup plus facile de gérer un patrimoine seul, parce Oui, que comme ça, on n'a pas c'est d'accord à difficile. trouver. Oui. Mais le patrimoine et toutes les décisions financières familiales se gèrent à deux et que, en fait, il faut que le conjoint soit toujours vigilant à ce que l'autre conjoint ne gère pas unilatéralement les décisions financières. C'est comme en fait votre santé, vous n'allez pas la déléguer et vous ne déléguez pas votre santé financière. Il est impossible de déléguer la gestion du patrimoine à l'autre. Ce serait le message que j'aimerais faire passer. Très bien. Et alors, est-ce que vous auriez un mot de la fin, s'il vous plaît? Un mot de la fin, c'est que sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'espoir. C'est un vrai outil d'émancipation économique et financière de la femme, la lutte contre les violences économiques, tout simplement la prise de conscience, et qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je voudrais juste, le mot de la fin, c'est que quand même cette année, ce sont les 60 ans de la loi qui a permis aux femmes d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du conjoint et de travailler également sans l'autorisation du conjoint. Donc, ça n'a que 60 ans. La loi date du 13 juillet 1965. On a quand même déjà beaucoup avancé sur le sujet, mais c'est tout récent. Oui, on sent à travers tous vos propos et les explications que vous avez faites que ça bouge. En France, c'est déjà plus avancé peut-être dans les pays anglo-saxons, mais ça bouge en France. Et donc, merci beaucoup pour cet échange, dont le but, c'est exactement ce que vous posez, c'est de sensibiliser les personnes, les victimes bien sûr, mais aussi les institutions, et faire en sorte qu'il y ait ces prises de conscience sur ce sujet des violences économiques et en lien avec cette thématique du contrôle coercitif pour faire avancer les choses, puisque un premier pas pour s'en sortir, c'est aussi la prise de conscience. Merci beaucoup, Madame Vera, pour cet échange. Merci à vous. Merci à Madame Vera pour cette interview qui, comme vous l'aurez compris, a pour but de sensibiliser sur ce sujet des violences économiques. Merci à tous également pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite.
En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver le podcast Anasio sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!